Bonjour, ici Mélina Cormier. Aujourd'hui, j'ai rencontré M. Piché. Bonjour. Bonjour. On va parler un peu de votre passé, du vol 236. OK. Allons-y. À l'âge de 20 ans, vous avez fait le tour de l'Amérique du Nord sur le pouce. Mon Dieu, je vois que tu es bien renseigné. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Bien, premièrement, moi, quand j'ai commencé à piloter, mon rêve, c'était de devenir pilote professionnel sur un gros porteur comme je suis aujourd'hui. Mais tout l'enseignement est en anglais, anglophone dans ce temps-là. Les livres étaient anglophones, les instructeurs étaient les anglais. Donc, moi, je viens du bas du fleuve, c'est pas là qu'on pratiquait plus l'anglais. Donc, j'avais décidé de pouvoir apprendre mon anglais et de le perfectionner. J'ai décidé de faire le tour d'Amérique du Nord sur le pouce. En même temps, c'était un peu le trip des années 70 des jeunes, là, aller faire un tour en Californie. Fait que j'ai joué un petit peu l'utile à l'agréable, puis je suis parti sur le pouce pendant 6 mois de temps. Donc, c'est de cette façon-là que vous êtes devenu bilingue? Moi, je ne suis pas parfait bilingue, mais je me débrouille très bien en anglais quand même. Quand tu es tout seul, tu es en immersion totale, tu es obligé de te débrouiller, donc c'est le même que j'ai appris l'anglais. Donc, ensuite, vous avez reçu votre diplôme d'études collégiales en pilotage aéronaire en 1973. Ouais. 10 ans plus tard, vous avez accepté de faire des transports de drogue en Jamaïque, parce que vous aviez des problèmes d'argent. Ouais. Et après, vous avez écopé de 10 ans de prison. C'est ça. Puis vous en êtes sorti pour cause de bonne conduite. Ouais. Puis comment vous avez fait pour montrer une cause de bonne conduite de même quand que vous aviez aussi des gens qui n'étaient pas trop gentils avec vous, j'imagine? Ouais. Ben ça, non, ça c'est un peu difficile à expliquer parce que, tu sais, c'est dans un milieu très hostile, puis l'attaque physique et sexuelle est présente 24 heures par jour, fait que la journée, c'était pas si pire, la journée, on travaillait. On avait tous une job à faire, tu sais. Quand tu rentrais en prison, là-bas, aux États-Unis, ils te trient, là, puis ils t'envoient dans ce qu'ils pensent que tu vas faire le meilleur travail. Fait que dans la journée, mettons, de 9 à 5, tu travailles. Fait que c'est pas vraiment là que tu es embêté. Mais c'est le soir, quand tu rentres dans les cellules, puis à 8 heures, ils ferment les portes, puis à 11 heures, ils éteignent les lumières. Fait que de 8 à 11, c'est là que ça se passe. C'est là que tous les règlements de compte se font, puis tous les deals possibles de drogue, de boissons, de sexe, de tout ce que tu voudras. Ceux qui ont des règlements de compte à donner, c'est là que ça se passe. Fait que dans la journée, il faut que tu opères pour montrer à l'institution carcérale que tu as compris que la connerie que tu as faite, que tu veux te réhabiliter pour qu'ils te relâchent plus facilement et plus vite. Mais le soir, il faut que tu sois avec tous ce gang-là, que les autres, ils ont payé peut-être 25, 30, 40 ans de prison, que les autres ne sortiront jamais de prison. Peu importe s'ils ont un bon comportement ou pas. Donc, vous avez été chanceux, André? Oui, tu es chanceux, puis il faut que tu fasses les deux. Il faut que tu saches comment faire la part des choses. Il faut que tu sois capable de faire face, comme tu dis, à du monde qui ne sont pas trop gentils. Ouais. En même temps, il faut que tu montres que tu es une bonne asset dans le sens que tu peux être libéré puis tu t'es réhabilité. Puis quand vous êtes sorti de prison, est-ce que vous étiez une personne différente? Est-ce que vous trouvez que quelque chose avait changé dans votre vie? Quand je suis sorti de prison, ce qui m'a marqué le plus, c'était la nature humaine. Parce que moi, j'ai retourné voir mes anciens collègues de travail, mes chums, tout ça. Je me suis aperçu que les portes étaient fermées parce que j'avais fait de la prison. Tu vois, le monde ne me parlait plus de la même manière, le monde ne voulait plus s'associer à moi. Et pourtant, moi, dans ma tête, j'avais réglé mon problème. J'avais fait un crime, c'est correct. J'avais eu une sentence. J'ai payé ma dette à la société. C'est ce que je pensais qu'il était. Mais quand tu sors, tu te réalises tout d'un coup que c'est pas tout à fait ça qui arrive. Les gens t'en veulent, pareil, pour avoir fait de la prison. Ils ne veulent pas s'associer à toi parce qu'ils pensent que tu as une mauvaise influence. Ouais. Mais dans le fond, tu es le même gars que tu étais avant. C'est juste que là, tu as subi une expérience négative pendant tant de temps, puis tu essaies de t'en débarrasser. Mais c'est pas facile. La société ne te laisse pas t'en débarrasser. Là, vous en apprenez de vos leçons. C'est ça, tu apprends tes leçons, puis faut que tu te lèves, puis tu continues à marcher, puis tu y vas de plus en plus, puis tu essaies de te rendre à bon port. Oui. Après ça, en 2001, dans la nuit du 23 au 24 août. La fameuse nuit, oui. Oui, la fameuse nuit. Lors du vol 236 Toronto-Lisbonne, vous pilotiez, puis il y a eu une fuite d'huile. Et les deux moteurs ils ont tombé en panne. Les deux moteurs ont arrêté, oui. Puis comment vous avez réagi aussi vite que ça face à cette situation-là? Ah, ça s'est pas passé si vite que Non? ça s'est pas passé vite que ça, non. Ça, c'est une bonne question parce que les gens, habituellement, ils ne veulent pas savoir comment c'est arrivé. T'sais. Ils veulent juste toucher au héros à cause qu'on a réussi quelque chose d'impossible. On était très chanceux. T'sais. Mais quand c'est arrivé, là, on a eu peur, moi et le copilote, de mourir. Il ne faut pas se leurrer. Là. Oui.
c'est le fait d'être au-dessus de l'Atlantique, que tu as un problème de carburant, c'est pas trop de problèmes que tu vas avoir. Tu peux avoir d'autres sortes de problèmes, sauf que celui-là. Tu vois, puis quand le premier moteur a arrêté, c'est sûr qu'on a pensé qu'on allait mourir. Et en même temps, tu es responsable pour 340 passagers, tu as une machine qui vaut 150 millions US. Oui. Ton patron te fait confiance avec tout ça. Toutes ces vies, tout ce matériel-là. Donc, à quelque part, il faut que tu sois responsable. En tant que commandant de bord, j'ai ressenti ce soir-là qu'il y a juste moi qui pouvais faire quelque chose, dans le fond. Tu sais, si c'était moi le commandant, je ne pourrais pas dire à un passager ou à un agent de bord ou au copilote, mais prends les décisions, fais ce que tu as à faire. Ouais. Fait que c'était à moi. C'est là que mon titre de commandant de bord a pris tout son sens. C'est moi qu'il faut qu'il prenne la décision, c'est moi qu'il faut qu'il sorte le monde de là. Et ma responsabilité, moi, numéro un, en tant que commandant de bord, est la sécurité de mes passagers. Oui. C'est ce qu'on met d'avance toujours plus. La compagnie aérienne qui se respecte, comme chez Air Transat, c'est la sécurité qui est importante dans tous les domaines de ce qui touche à l'avion. Tu vois? Fait que, à quelque part, il fallait que j'assure cette sécurité-là. Pourquoi que les gens ont payé? Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait parce que les gens ont sorti sains et saufs de cette histoire-là. Quelque part, on l'a assuré, la sécurité. Comment vous êtes senti d'avoir sauvé autant de monde, puis tout le monde qui vous applaudit à la fin, puis qui vous remercie, puis vous faire appeler? Ah, mais c'est drôle de dire comment je me suis ressenti. Vu que j'ai fait ma job, j'ai juste fait ma job. Oui. Ce que je viens de t'expliquer, j'ai assuré la sécurité, c'est pour ça que je suis payé. Oui. Moi, je ne suis pas payé pour ce que je fais, parce que 99,999% du temps, il ne se passe jamais rien de grave dans l'avion. Oui. Mais le 0,0001%, c'est là qu'il faut que tu réagisses, tu vois. Oui. Et c'est ça que j'ai fait ce soir-là. Donc, moi, je suis payé pour ce que je sais et non pour ce que je fais. Oui. Vous êtes un ancien alcoolique déclaré, ça fait plus de 10 ans. Je ne suis pas un ancien alcoolique, je suis encore un alcoolique. Alcoolique un jour, alcoolique toujours. Je suis un alcoolique en rétablissement. Okay. Mais ça fait 10 ans que vous avez arrêté? Ça fait 10 ans au mois de février que je suis abstinent. C'était quoi l'élément déclencheur de votre alcoolisme? Bien, moi, j'étais un produit des années 70, comme je t'ai dit plus tôt. C'est la libre pensée, Peace and Love, la musique, tout ça, les Beatles, la Zeppelin. Oui. Puis dans ces années-là, il y a eu comme un vent d'effervescence, de liberté. Puis ça a fini par une grosse fête, tu vois. Il y en a des gars comme moi, mais qui ont continué la fête tout le temps. Puis à un moment donné, tu viens que la boisson, tu n'es plus capable de t'en passer. Ta consommation augmente sans vraiment te rendre compte pourquoi. Tu penses que c'est correct, puis c'est bien vu, socialement, c'est accepté. Mais tu ne te rends pas vraiment compte que tu as un problème de boisson. Puis en revenant du vol 236, c'est là que ma consommation a commencé à augmenter encore plus. Oui. Fait qu'après un certain temps, 6 mois après, j'ai bien vu que ça ne marchait plus, mon affaire, que je prenais 3 échos pour rien. Puis je comprenais pas, surtout, je comprenais pas pourquoi la consommation avait augmenté. Il y avait une raison à ça, Oui. tu vois. Fait que là, je suis allé voir M. Graham, qui était le président d'Air Transat à ce moment-là. Puis je me suis inscrit au programme d'aide employée. Ils m'ont fait suivre une thérapie. Puis depuis ce temps-là, je suis abstinent. C'est bon, félicitations. Est-ce que ça vous a pris plusieurs reprises pour essayer d'arrêter ou c'est vraiment après le vol 236 que tout a déclenché dans votre tête? Ça a déclenché dans ma tête, j'ai arrêté, puis je fais de ma thérapie. Puis Okay. depuis ce C'était temps-là, votre première fois que vous essayez de vraiment arrêter? Le taux d'échec est de 97 au Québec pour la première rechute, tu vois. Je fais partie du 3. Mais tu sais, moi, j'ai pas tout perdu, j'ai encore mon travail. Tu sais, c'est la chance d'avoir un bon travail et une bonne compagnie, avec des bonnes assurances. J'ai été arrêté pratiquement 7 mois d'arrêter de travail, puis j'avais mon plein salaire pareil, tu sais. Fait que ma femme est encore là, mes enfants, ma maison. Fait que tu sais, je suis pas comme celui qui a tout perdu. Il faut qu'il recommence à zéro, puis qu'il n'y a pas de travail, puis c'est pas facile, tu sais. C'est un peu, moi, quand je suis sorti de prison, le monde te pointe du doigt, tu sais. Ouais. Quand tu rentres dans un programme d'aide aux employés, et ça se sait, comme nous autres, ça s'est su que j'avais arrêté pour cause de boisson. Puis après, quand tu reviens, le monde, tu sais, tu regardes aller, puis comme moi, je couche encore en dehors pour la compagnie, puis on va manger le soir, puis le monde prend un verre, tout, puis t'es regardé comme un petit peu une bête bizarre parce que toi, tu bois pas, tu sais. C'est tellement impliqué dans les mœurs, prendre un verre, que quand tu bois pas, on dirait que t'es un spécimen à part, tu sais. C'est bizarre, tu sais. C'est mal jugé. C'est ça, c'est mal jugé. Ça, suite à ça, je suis devenu le héros national. Oui. Fait que là, héros national, tout le monde t'invite, tout le monde te fait prendre un verre. Fait que tu sais, c'est beaucoup d'émotions. Puis toi, tu veux pas ça, t'es pas un héros. Tu as eu peur comme tout le monde, mais le monde ne veut pas entendre parler que tu as eu peur, tu sais. Oui, parce que tu es le héros national, tu n'es pas supposé avoir un gars qui a peur, tu sais. À quelque part, tu as tous des drôles de feelings à gérer. Puis le fait que les Québécois étaient en arrière de moi, mais ça m'a supporté à passer la crise médiatique parce que
ils m'ont pas lâché là, pendant au moins 3 ans de temps. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est plus sympathique. Ils m'appellent au moins d'avance, ils ne me courent pas après. C'est quand ils veulent me faire parler d'un sujet, ils m'appellent, puis ils prennent rendez-vous, puis là, j'accepte ou je refuse. Parce qu'au début, ça devrait être un peu un choc de voir autant de journalistes pouvoir vous parler, puis non, puis surtout moi, de en sortant de prison, j'étais allé au Profil, puis là, des coups, tout le monde sont après moi. Tu vois, c'est ça aussi, il fallait que je gère ça. Tout ça, c'était pas facile à gérer. C'est là que ma consommation a augmenté pour essayer de prendre cette pression-là, tu sais. C'est comprenable. C'est ça, mais c'est comprenable. Mais... Il y en a d'autres qui l'ont déjà vécu, ils n'ont pas parti à la brosse pour autant. C'est juste que moi, c'est de même que j'avais trouvé ce moyen-là. Finalement, ça m'a amené à cette thérapie-là. Aujourd'hui, je suis abstinent, tout va bien. Je pense que c'est pas mal ça. On a quand même comblé tous les sujets. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Vraiment. Et j'espère vous revoir aux abords d'une de mes avions que j'ai visité plus tard. Ah, ben, certain.